Juste pour vous mettre, je sais que c'est pas tout le monde qui nous connaît là, ou qui ont obtenu des services de notre part par le passé. Donc, on tenait à commencer avec une petite présentation très brève là, de nos services. Donc, en fait, nous, on est vraiment le service d'employabilité de l'organisme Moelle Lépinière et Motricité Québec. Notre équipe comprend 4 conseillers en emploi et une conseillère d'orientation, qui est Mélissa, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Moi, je fais partie des conseillers en emploi et vous avez peut-être entrevu notre collègue Marilyn également, là, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Elle fait partie de l'équipe, elle aussi. On a notre agent d'intégration, Martin, qui vous a dit bonjour tout à l'heure. C'est un de ceux qui a créé l'activité. On a notre coordonnatrice des services d'employabilité, qui est Samira Fezani. Elle est également présente aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et notre directrice des services d'intervention, Nathalie Michaud. Les services offerts en général, c'est vraiment de l'accompagnement et du soutien en emploi là, personnalisé, de l'orientation professionnelle et des services de bilan de compétences également. Et les gens, notre clientèle admissible, en fait, le premier critère, c'est d'avoir une limitation physique ou neurologique. Ensuite de ça, c'est important que la personne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle habite sur l'île de Montréal. Donc, les objectifs de l'activité aujourd'hui, on sait tous qu'on participe à une activité là, portant sur les conflits au travail. Les objectifs derrière tout ça, en fait, c'est vraiment de vous outiller pour être en mesure de mieux reconnaître et de détecter les signes avant-coureurs de conflits, particulièrement les conflits là, au travail, de mieux prévenir ces conflits-là et d'anticiper vos propres réactions personnelles, parce qu'un conflit se joue toujours à deux. Il y a toujours des réactions très internes qui se jouent en dedans de nous. Donc, de mieux se connaître pour mieux anticiper nos propres réactions et par la suite d'être mieux outillé pour se sortir d'une situation conflictuelle par la suite qui pourrait se présenter à nous. Donc, premièrement, petite définition toute simple. Qu'est-ce qu'un conflit au travail? Donc, j'ai trouvé une petite définition là, sur le magazine Le Droit version numérique. Je trouvais que ça résumait très bien là, et de façon toute simple là, les conflits. En fait, ça pourrait se définir par des personnes qui se heurtent à des idées ou des opinions divergentes ou tout simplement que les attentes sont en opposition. Donc, on pourrait dire que chaque ambiance de travail, tout comme chaque individu, est tout à fait unique. Hein? Donc, les types de conflits vont différer, tout comme les réactions individuelles face à ces fameux conflits-là. Donc, la manière de résoudre les conflits vont vraiment dépendre de ces différences individuelles-là et aussi dans l'ambiance dans laquelle les travailleurs sont plongés, donc dans quel environnement de travail nous sommes. Donc, les sujets qui seront abordés aujourd'hui, tout d'abord, on va regarder tous ensemble les différents types de conflits qu'on peut rencontrer sur le marché du travail. Quelles sont les réactions possibles face à ces conflits-là? On va aborder avec Mélissa l'approche gagnant-gagnant et l'intelligence émotionnelle pour se sortir d'une situation conflictuelle de manière constructive. Ensuite de ça, pour bien tester vos connaissances et nous assurer que vous nous avez bien écoutés, je le dis en blague, on va vous faire une petite mise en situation pour tester ces connaissances-là et pour rendre ça un petit peu plus interactif, là, tous ensemble. Par la suite, il va y avoir une période d'échange et de questions. Donc, je vous le rappelle, si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Sinon, vous pouvez vous les noter et on pourra y répondre à la toute fin par la suite. Donc, on continue avec moi, en fait, sur le sujet des conflits, des différents types de conflits qu'on peut retrouver au travail. Je tiens à vous préciser qu'on a fait un résumé de ces conflits-là. Malheureusement, il y a beaucoup de types de conflits qui existent dans la vie. On ne pouvait pas tous les nommer. Donc, on y est allé vraiment sur les conflits généraux, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Probablement que vous allez vous reconnaître dans certains de ceux-là. Donc, je vais vous les énumérer et vous donner quelques exemples là, pour vous donner une petite idée là, de quoi on parle. Mais en tout cas, moi, quand j'ai travaillé sur l'activité, il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me suis reconnue. Ce sera sûrement votre cas. Donc, encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en cours de route. Là, on pourra s'arrêter pour bien y répondre. Donc, commençons. Le premier d'entre eux, le malentendu, va souvent se produire lorsqu'une personne fait une mauvaise interprétation des propos ou des gestes d'une autre personne. Donc, ça peut être tout simplement une mauvaise interprétation du ton de la voix et même des signaux non
non-verbaux, comme quelqu'un, par exemple, on lui pose une question et il y a un petit regard dans les airs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, un conflit, vous le savez sûrement, a toujours deux côtés. Donc, il y a la personne qui envoie le message, tout comme celle qui va le recevoir, que sa part de responsabilité dans la transmission de ce message-là. Donc, les éléments extérieurs dans le malentendu peuvent amplifier le risque de voir apparaître ce type de conflit-là. Je vous donne un exemple. Être dans un environnement où on est très pressé, où on a une grosse charge de travail. Là. Si moi, je vais voir ma collègue Mélissa dans son bureau là, et qu'elle est débordée, elle a du travail jusque-là, eh bien, peut-être que ces signaux non-verbaux ou son ton de voix vont démontrer ce petit stress-là qu'elle vit et ça pourrait créer des malentendus. Donc, c'est à faire attention. C'est pourquoi que je tenais à souligner à quel point l'environnement externe est important là, dans le malentendu. Ensuite de ça, en deuxième point, les fameux conflits d'intérêts. Donc, on en entend parler dans une panoplie de contextes, souvent en pratique professionnelle, comme par exemple, un psychologue ne pourrait pas traiter plusieurs patients d'une même famille de façon distincte. Donc, ça créerait un conflit d'intérêts. Au travail, il y a plusieurs manières plusieurs façons dont les conflits d'intérêts peuvent se manifester. Ça peut arriver de façon plutôt sournoise, je vous dirais. Il est très facile de tomber inconsciemment dans ce piège-là des conflits d'intérêts, ne serait-ce qu'en communiquant avec nos collègues. Par exemple, quand deux collègues qui sont en conflit viennent nous raconter individuellement leur version des faits, eh bien, il est facile de tomber en conflit d'intérêts ou on pourrait même appeler un conflit de loyauté dans un contexte comme celui-là. Un autre exemple très flagrant que vous avez peut-être déjà rencontré au travail, lorsqu'un couple se forme sur les lieux de travail, parfois pour éviter là, que des conflits d'intérêts, certaines personnes ou même certains employeurs choisissent de les changer de département pour éviter justement qu'il y ait des conflits, des conflits là, entre ces deux personnes-là ou entre les collègues. Il pourrait aussi arriver des circonstances où certains employeurs créent des conflits d'intérêts malgré eux en attribuant de manière involontaire là, des congés ou des augmentations salariales ou des promotions de façon inégale d'un employé à l'autre. Donc, par la suite, conflit de personnalité qui est bien connu. Donc, on a tous une personnalité très unique et très distincte. Donc, transposé au monde du travail, des personnes avec des traits de caractère spécifiques vont naturellement mieux s'entendre qu'avec d'autres. C'est tout à fait normal. À l'inverse, par contre, des tempéraments ou des personnalités opposées peuvent facilement se retrouver ou risquer de se retrouver en situation conflictuelle parce qu'elles n'auront pas les mêmes manières d'agir ou de s'exprimer dans une situation donnée. Donc, on peut tout simplement nous comparer à une personne avec quelqu'un qui aurait une approche très entreprenante versus quelqu'un qui serait plus introverti. Donc, sans nécessairement créer des conflits, il pourrait arriver que la personne introvertie ait tendance à s'effacer pour laisser place au tempérament qui est plus extraverti lors d'un débat ou d'une discussion en équipe. Donc, le type de personnalité se reflète aussi dans la gestion d'un conflit que vous aborderez bientôt avec Martin. Donc, le tempérament va dépendre de la manière dont on va résoudre une situation conflictuelle. Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, il n'est pas rare aussi de retrouver dans les entreprises des travailleurs avec de très grandes différences d'âge. C'est là qu'on pourrait appeler on entre en fait dans le conflit de génération. Donc, les différences de génération là, peuvent entraîner des conflits sur le lieu de travail et même nous, comme conseillers, nous constatons des préjugés qui reviennent de travailleurs plus jeunes ou de travailleurs plus expérimentés. Et quand on y pense, on retrouve quand même actuellement 4 générations simultanées sur le marché du travail. Donc, il y a les milléniaux qui ont fait leur apparition depuis plusieurs années. On parle également de la génération Y, de la génération X, des boomers qui n'ont pas encore tous pris leur retraite. Donc, ça fait en sorte que, sans exagérer, parfois, il peut y avoir une quarantaine d'années, trentaine d'années facilement qui séparent là, les individus. Donc, les conflits intergénérationnels sont inévitables parfois. Donc, on entend souvent des préjugés circuler là, de part et d'autre, les plus âgés envers les plus jeunes et les plus jeunes envers les plus âgés. Je vous dirais même que
certaines entreprises, pour essayer d'éviter ce type de conflit-là et de créer une cohésion au sein de leur équipe de travail, ont entrepris, et j'ai trouvé ça très original, de créer des salons, en fait, des moments pour obliger les différentes générations à se côtoyer, à partager leur savoir, à communiquer les uns les autres. Et c'est pas rare aussi que les plus âgés vont prendre un rôle de mentor vis-à-vis des plus jeunes. Et c'est une relation, quand tout va bien, qui peut être tellement bénéfique pour les entreprises et pour l'équipe de travail en général. Mais il ne faut pas se le cacher, il arrive qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des chocs générationnels. Donc, c'est quand même quelque chose que l'on retrouve régulièrement et qu'on essaie de passer par-dessus, hein, avec une bonne, en étant bien outillé sur la résolution de conflits. Autre phénomène qu'on retrouve également, le fameux conflit culturel. Donc, tout comme les différentes générations, le multiculturalisme, pardon, dans les milieux de travail peut entraîner des chocs de valeurs, ne serait-ce que dans les valeurs profondes des individus ou même dans la vision qu'on peut partager du marché du travail. Donc, un exemple tout simple que je peux vous partager, l'importance de la hiérarchie pour certaines cultures. Donc, au Québec, on n'aura peut-être pas la même vision que dans une autre culture. Donc, ça peut créer des débats, ça peut créer des incompréhensions en milieu de travail qui sont tout à fait légitimes et normales. Donc, les occasions de conflits culturels en milieu de travail, je vous laisse deviner, peuvent être multiples et autant l'équipe de travail, les employeurs, que les employeurs, pardon, ont un rôle à jouer pour assurer le bon fonctionnement. Moi, j'ai déjà connu, juste pour vous donner un petit exemple, là, certains milieux où les employés, c'était des grosses entreprises où les employés se regroupaient par origine ethnique. Donc, ils dînaient à telle table en fonction de leurs origines respectives et communiquaient dans leur propre langue. Ils évitaient de se mélanger aux autres cultures. Et pour avoir communiqué avec certains des employés qui travaillaient, c'était pas au grand bonheur de tout le monde. Il y en a beaucoup qui auraient aimé un meilleur partage, en fait, là, de l'un à l'autre. Donc, ce phénomène peut risquer d'accentuer les incompréhensions face à l'autre, augmenter le risque également de conflits potentiels. Donc, c'est toujours, moi, pour le conflit culturel, je trouve que la curiosité et l'ouverture à l'autre, la communication sont des attitudes de base vraiment à adopter pour prévenir là, ce genre de conflit. Puis il vient un moment où quand on apprend à bien connaître la personne, tout comme le conflit générationnel, hein, on passe par-dessus l'âge, on passe par-dessus la culture, on passe par-dessus la couleur. À un moment donné, ça ne paraît plus. Hein, on parle à un autre être humain, tout simplement. C'est vraiment dans des circonstances comme ça qu'on est capable de créer vraiment une belle collaboration là, parmi tous les membres de l'équipe. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Ça va encore pour tout le monde? Oui? Tout est beau? Oui. Oui. Donc, le conflit de valeurs ou d'opinion, encore ici, très fréquent au niveau du travail. Donc, ce type de conflit-là peut prendre plusieurs formes, dont certaines s'apparentent à d'autres types de conflits, comme le conflit interculturel ou générationnel dont on vient de parler. Donc, pour vous faire une petite introduction, les personnes avec plus d'expérience dans le groupe pourront peut-être le confirmer, mais le processus d'embauche des emplois a beaucoup changé hein, les dernières années si on compare à 10, 20, 30 ans, les employeurs accentuent la rigueur dans leur processus de sélection. Ils veulent s'assurer que l'employé, oui, est compétent, mais aussi que ses valeurs concordent avec les valeurs de l'entreprise. La raison, elle est bien simple, hein, c'est qu'il a été démontré qu'une personne qui travaille dans un environnement où ses valeurs sont respectées a plus de chances d'être un employé heureux, d'être un employé qui est productif et qui va être stable, qui risque de rester plus longtemps. Donc, plusieurs études, justement, qui portent sur les conflits de valeurs et même sur la souffrance au travail, confirment là, que le fait de travailler dans un environnement où nos valeurs ne sont pas respectées peut entraîner des frustrations et même de la détresse psychologique. Donc, le conflit de valeurs peut donc être à la fois en lien avec une personne qui ne partage pas les mêmes opinions que nous en termes individuels, mais aussi en lien avec l'institution pour laquelle nous travaillons. Donc, il est important là, de trouver un milieu auquel on peut s'identifier idéalement pour diminuer le conflit, diminuer le potentiel de conflit de valeurs.
Donc, ensuite de ça, conflit d'autorité ou de pouvoir. Donc, on a souvent l'image, quand on parle de conflit de pouvoir, là, on a souvent l'image de l'employeur abusif. Même moi, on a vécu une petite anecdote entre collègues. Là, on cherchait une vidéo à vous présenter là, pour le fameux conflit de pouvoir. Puis, en cherchant des vidéos, là, on tombait sur des exemples assez extrêmes, je vous dirais. Là. Donc, ça démontre peut-être une vision là, le conflit de pouvoir, c'est l'employeur qui est abusif envers ses employés. Puis là, ça m'amenait automatiquement à des vidéos sur l'harcèlement sexuel. Donc on a quand même une vision assez intense et peut-être négative là, du conflit de pouvoir. Donc, mais oui, effectivement, ce type de conflit-là existe. On ne peut pas le renier, mais je vous amène aussi à voir l'inverse. On peut créer des conflits de pouvoir lorsque certains employeurs adoptent une attitude qui est plus passive, donc des employeurs qui ont de la difficulté à se positionner par rapport à d'autres employés. Donc, et ça peut être aussi la même chose entre collègues, hein, une relation de pouvoir qu'un collègue exerce sur les autres, ou versus un collègue qui a plus de difficulté à s'assumer, à faire valoir ses opinions. Donc, l'inverse est tout aussi vrai. Donc, c'est important d'être vigilant par rapport à ces deux aspects-là, parce qu'on pourrait vraiment rentrer ces deux côtés-là. Les deux côtés peuvent être autant générateurs de conflits l'un que l'autre. Ensuite, conflit de concurrence ou de rivalité. Donc, quand nous disons que les conflits, tout à l'heure en commençant, j'ai dit que les conflits étaient uniques et dépendaient de chaque individu, tout comme de la culture de l'entreprise, eh bien, certaines personnes ont un tempérament qui est naturellement plus compétitif, alors que certains milieux de travail exigent une compétitivité là, très intense qui peut nuire à une bonne cohésion d'équipe et créer des conflits. Donc, cette compétitivité-là, bien qu'elle peut donner peut-être un peu de thrill et qu'elle est obligatoire dans certains milieux, hein, on fait que penser à la vente à la commission, par exemple, peut malheureusement nuire à la cohésion d'équipe, créer des situations conflictuelles, puis même créer un climat toxique à la longue. Donc, cette rivalité-là, une rivalité saine peut probablement exister, mais il faut faire toujours attention pour ne pas tomber dans quelque chose qui serait un peu plus malsain là, pour tout le monde. Donc, en dernier lieu, on tenait à vous le mettre, hein, parce que c'est quand même très d'actualité dans nos vies, le conciliation travail-famille. Nous, on appelait ça là, le conflit travail-famille. Parce qu'avec l'arrivée de la pandémie, là, bien évidemment, de nombreux parents là, ont dû faire face là, à ce dilemme moral ou se sentir déchirés là, entre leurs obligations envers les enfants versus leur rôle de travailleur. Et certains milieux, certains employeurs sont plus compréhensifs que d'autres. Je vous dirais, j'ai connu un papa là, très personnellement à la garderie de ma fille, là, qui a toutes les fois, bien évidemment, avec la pandémie, dès que les enfants ont un petit nez qui coule, là, on les garde à la maison, hein, pas le choix, mais lui, il fallait qu'il fournisse vraiment un rapport médical à son employeur, un rapport de la garderie qui attestait que sa fille, donc je voyais le papa, il semblait dépassé là, par les événements, puis c'était très difficile à gérer pour lui. Donc, ça crée des frustrations envers le milieu de travail, puis aussi envers les collègues, si jamais on a des collègues qui ne sont pas compréhensifs dans la réalité d'un parent qui doit gérer ses enfants là, à la maison. Mais outre le conflit potentiel envers l'employeur et envers les collègues, il y a aussi un conflit interne qui est très important à l'intérieur d'une personne qui peut se sentir déchirée entre les deux rôles presque les plus importants d'une vie, hein, finalement, le rôle de parent et le rôle de travailleur. Donc, beaucoup de parents ont dû accepter qu'ils ne pouvaient pas faire performer autant dans leurs deux rôles qu'à l'habituel. Les attentes personnelles ont dû être réajustées. Certaines personnes ont même fait des thérapies pour apprendre à mieux concilier là, ces deux rôles-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'à la base, nous sommes une société qui est plutôt compétitive, autant au niveau du marché du travail qu'au niveau également des exigences parentales qu'on peut s'imposer à soi-même. Donc, on tenait à vous faire un petit parallèle en lien avec cette situation qui est quand même près de nous actuellement, là.
Donc, écoutez, je pourrais conclure sur le sujet en vous respécifiant qu'il s'agit d'un survol là, vraiment de quelques types de conflits plus fréquents qu'on rencontre. Probablement que vous avez déjà rencontré d'autres situations aussi, c'est normal, mais on s'était vraiment fixé sur ce qui est fréquent sur le marché du travail. Je tiens à ressouligner aussi encore là l'importance de l'effort individuel et de l'effort collectif là, à l'approche d'un conflit. Mon collègue Martin va enchaîner dans quelques secondes là, avec les types de résolution de conflits, mais il faut quand même garder en tête qu'avant d'en arriver à résoudre un conflit, à résoudre un problème, c'est important d'apprendre à les distinguer et d'adopter des comportements de base personnels là, pour permettre de prévenir ce conflit-là avant que celui-ci n'apparaisse. Donc, d'être vigilant, autrement dit. Brigitte, est-ce qu'on va avoir une copie? Est-ce qu'on va avoir une copie de votre PowerPoint? Oui. Oui, hein, c'est ça. Ben, on va la diffuser sur YouTube, mais je pourrais t'envoyer le lien, Caroline, sans Je peux problème. l'envoyer à tout le monde, en tous, fait. hein? Là, OK, sans merci. problème. Ça va me faire plaisir. Merci. Donc, super. Merci, Brigitte, là, pour ces belles explications-là sur les types de conflits. Donc, on va enchaîner maintenant avec un petit peu plus le processus de résolution de conflits. Hein. Comment que ça se passe, ce processus-là? Puis, souvent, hein, c'est les réactions qu'on va avoir face à un conflit. Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir gagnant, en fait, d'un conflit. Parce qu'un conflit, en fait, ça peut être positif s'il est bien traité. On sait qu'il y a une opposition entre deux personnes, entre deux personnes, entre des idées, mais si on utilise les bons moyens, les bons outils, on peut réussir à dégager quelque chose de constructif puis travailler sur des bases qui sont beaucoup plus positives par la suite. À l'inverse, si le conflit n'est pas pris en charge, et c'est ça, en fait, on laisse traîner sans intervention ce désarroi-là, ce type de conflit, bien, ça peut mener vraiment à brimer l'environnement de travail, la relation, aussi au niveau des objectifs là, de l'entreprise. Donc, on souhaite pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble là, 5 comportements, là, 5 réactions qui ont été nommées là, par Kilman et Thomas en 1974, là, que ça a été publié. C'est quelque chose qui est encore, c'est des comportements qui sont encore d'actualité aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, ce qu'on va voir, c'est la réaction, réagir par compétition, par accommodement, par évitement, en faisant des compromis et aussi, il y a la collaboration. Et donc, chaque comportement, en fait, on peut les utiliser là, indépendamment des situations là, qui se présentent. On peut changer notre fusil d'épaule. Ce n'est pas un comportement fixe qu'on va adopter. Là. Donc, soyez rassurés. Et chaque comportement, en fait, ont leurs avantages et inconvénients. Fait que c'est ce qu'on va voir dans les diapos. Donc, j'ai vraiment séquencé chacun des comportements pour vous donner une idée. Donc, si on réagit là, lorsqu'un conflit se présente par la compétition, eh bien, les mots-clés, en fait, là, c'est quoi la compétition? C'est lorsque la personne qui réagit comme ça, c'est parce qu'elle veut remporter, en fait, elle veut que ses besoins soient considérés. Donc, elle priorise ses intérêts personnels. Vous connaissez tous quelqu'un dans une entreprise là, qui il est vraiment centré sur ses besoins, il ne prend pas en considération le besoin des autres, puis il indique clairement qu'est-ce qu'il veut, en fait. Là, tout le monde connaît qu'est-ce que cette personne veut parce qu'il l'exprime clairement, puis on sent qu'il va l'obtenir parce qu'il est déterminé à l'avoir, puis on dirait qu'il n'y a personne qui peut déroger de son approche. Là. Donc, effectivement, on voit toute cette personne-là. Donc, ça peut être avantageux dans certains cas d'adopter ce style ce style de réaction-là quand il y a des tensions. Par exemple, dans des situations d'urgence où est-ce que l'entreprise, il faudrait qu'elle réagisse rapidement, puis c'est pour intervenir au niveau de la santé, de la sécurité des employés. Elle va intervenir en adoptant un style beaucoup plus dominateur, directif, pour dire, regardez, là, les employés, il faut que vous fassiez ça, 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 puis il n'y a pas de question, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et puis, même si ça ne convient pas à tous, donc si les besoins de tout le monde ne sont pas considérés, il le fait dans l'intérêt quand même de tout le monde, tu sais, puis il adopte une position très ferme. Donc, dans ces cas-là, c'est avantageux. Aussi, lorsqu'il y a certains abus en entreprise, hein, ça peut prévenir certains abus si une personne voit que, en fait, un collègue, là, il essaie de profiter de lui, là, en essayant de lui refiler plus de tâches à faire, quoi que ce soit, bien, la personne, elle peut dire son point de vue tout de suite, puis catégorique, écoute, je ne ferai pas ta tâche et tout ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, ça brime ma responsabilité, fait que tu peux être capable d'intervenir en étant un peu plus centré sur tes besoins, sur tes intérêts, en se protégeant soi-même. Puis aussi, en fait, ça permet, c'est efficace lorsque en fait, quelqu'un pourrait, c'est plus un petit peu par rapport à un gestionnaire qui prendrait des décisions importantes et impopulaires, donc qui ne correspondraient pas à la majorité des employés. Donc, ça peut être aussi en lien avec une personne là, qui doit dire en fait, un employé qui doit dire son point de vue, même si ça ne fait pas le bonheur de tous ses collègues, là, de dire que, par exemple, qu'il a présenté un problème à son équipe de travail, mais ça demanderait plus de charges de travail à toute l'équipe. Ben là, c'est sûr que c'est pas intéressant, c'est impopulaire, mais en même temps, c'est en fonction pour c'est quand même une décision importante à prendre. Et aussi, lorsqu'on est sûr qu'on a raison, ça peut être utile d'utiliser cette façon-là cette façon de s'exprimer qui est plus directif, en fait, là, lorsqu'on est sûr de soi. Donc, on sait que si on s'exprime, on a raison, puis ça va apporter quelque chose de positif et que malgré qu'il y ait du mécontentement dans l'équipe de travail, malgré qu'on ressent une certaine résistance de la part des collègues ou de son employeur, on sait que si on applique cette solution-là, ça va être bénéfique. Fait que là, ça peut être avantageux aussi pour tenir son opinion. Par contre, des fois, lorsque c'est abusif, tu sais, aussi, il y a quand même plusieurs inconvénients là, si on applique cette façon de réagir à des conflits régulièrement. Ça peut provoquer là, du stress chez les autres, une certaine peur, une méfiance, parce que la personne n'est pas à l'écoute des autres, elle est trop centrée sur ses besoins. Et donc, les autres ne veulent plus collaborer avec, donc la diminution de l'esprit d'équipe, les gens ils vont être un petit peu moins, ils vont être très réfractaires un petit peu à travailler avec cette personne-là qui ne prend pas nécessairement en compte le besoin des autres. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une attitude en fait, à prévaloir là, en tout temps, là. Et c'est sûr que ça peut causer en fait des escalades dans des escarmouches, donc mener à une confrontation de part et d'autre, augmenter des conflits, des tensions entre collègues. Fait que c'est pas non plus quelque chose de souhaité. Mais en tout et partout, on peut voir qu'il y a certains quand même moments clés là, qui peuvent être intéressants d'adopter une approche de réagir un peu par la compétition, donc de faire valoir davantage son point de vue plutôt que les autres. On compare juste, par exemple, la comparaison imagée, c'est le bélier ou le requin. On dit une personne est requin, est toujours centrée sur ses propres intérêts, veut gagner à tout prix. C'est vraiment ça. Donc, ensuite, on a l'accommodement et la concession. Donc, ce style de réaction-là, en fait, c'est le concept où est-ce qu'on va davantage prioriser l'harmonie et la relation de travail, en fait. Donc, on est gagnant sur la relation. On préserve un bon climat de travail, mais par contre, ça se fait pas sans effet négatif. Donc, les effets, c'est en fait son opinion et ses intérêts personnels qui sont souvent, qui prennent le bord. Hein, parce que lorsqu'on veut prioriser l'harmonie, on va céder le point de vue à l'autre lors d'un conflit. Donc, ça va être, en bout de ligne, ça peut être efficace là, si, en fait, on constate là, dans les avantages, si on constate, par exemple, qu'on a tort, ben c'est sûr que c'est bon
concéder parce qu'on va sauver les meubles. Puis, par exemple, aussi, ça peut être efficace lorsque les questions sont plus importantes pour les autres que pour nous-mêmes, en fait. Là. Donc, ça ne vaut pas la peine de se battre pour cette question-là. En fait, il vaut mieux concéder parce que ça nous demande quand même de l'énergie affronter. En fait, quand on a un conflit, on doit quand même argumenter, trouver des opinions. Puis lorsqu'on voit que l'effort en vaut pas la chandelle, c'est un peu ça, on concède, puis ça devient facile après ça si la question est pas elle nous touche pas tellement, de passer à autre chose, puis de se concentrer sur ce qui est plus prioritaire. Puis en même temps, hein, ce qu'on voit comme troisième point, c'est que ça nous permet aussi d'accumuler certains crédits d'ordre social en prévision du prochain problème. Donc, si on concède en fait, sur ce point-là, par exemple, là, sur ce combat-là, on concède un combat, c'est un peu ça, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc, au prochain conflit, on peut se reprendre, puis essayer de négocier plus facilement, étant donné qu'on a concédé une fois. Et puis, ensuite, on peut adopter cette attitude-là de concession lorsqu'en fait, on s'aperçoit qu'on a déjà perdu la bataille. Donc, si on constate là, que je suis tout seul avec mon opinion, puis pour moi, c'est important cette tâche-là ou c'est important cette responsabilité-là. Et je me rends compte que certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec ça. Puis là, il y en a d'autres qui se joignent avec. Et là, je perds beaucoup de positions, puis je suis comme un peu tout seul. Donc, je me rends compte qu'il vaut mieux concéder rapidement avant qu'il soit trop tard, avant que les choses deviennent. Donc, persister, dépenser de l'énergie pour finalement ne pas retirer profit d'une situation, ça peut devenir lourd et difficile. Donc, lorsqu'on concède, lorsqu'on voit que ça s'échafaude un petit peu, on concède, puis ça libère les tensions. C'est sûr qu'on n'a pas obtenu notre gain de cause, mais on n'a pas toujours tout aussi dans la vie, malheureusement. Et aussi, en fait, c'est intéressant cette approche-là lorsque l'harmonie en fait, et la stabilité là, ont une importance particulière. Lorsqu'on parle de clients, de confiance, nous, en relation d'aide, des fois, ça peut être ça, la relation de confiance est importante pour nous, puis c'est sûr qu'on ne veut pas brimer cette relation au détriment de plein de choses. Donc, on va préférer garder cette relation-là, plutôt que de miser sur la réussite des objectifs ou quoi que ce soit. Mais par exemple, en entreprise, ça peut être la même chose aussi. Si on pense à une relation d'affaires qu'on a avec un client qui se développe un peu en amitié, bien, des fois, on a plus tendance à gagner, à préserver cette amitié-là parce qu'elle est très positive. Là, elle peut nous rapporter par le biais à travers le temps. Donc, c'est des petits exemples, mais en fait, c'est ça que des fois, l'harmonie est plus importante. Même un autre exemple, lorsqu'on est entre collègues, puis on est à 100% du temps ensemble, en fait, entre collègues. Maintenant, en pandémie, un peu moins. Mais on constate à quel point c'est important, les relations de travail, puis comment que ça a des bénéfices pour nous, là, pour notre satisfaction. Fait que juste ça vaut la peine des fois de faire preuve de concession, d'accommodement. Fait que ça, c'est toutes des bonnes raisons finalement pour faire preuve de concession et d'accommodement, mais en réalité, ce n'est pas toujours l'option la meilleure parce que à court terme, ça peut être bien, mais lorsqu'on concède son point de vue, ça a un effet pervers parce que justement, on renie nos propres besoins et nos intérêts. En fait, on ne va pas les considérer. Donc, on s'enlève en quelque sorte le droit de considérer nos besoins, étant donné qu'on les a rejetés. Donc, on perd ce qu'on voulait. Et en plus de ça, l'harmonie qu'on pense instaurer en faisant preuve de concession, elle peut être illusoire et précaire. Ça veut dire que c'est temporaire. La personne, elle peut faire miroiter qu'elle va nous... je veux dire, elle est contente et tout ça, mais en réalité, au prochain conflit, ben, elle peut encore ambitionner,
Fait que ça, on pense qu'on a préservé la relation, mais finalement, c'est temporaire. Parce qu'après coup, il y a d'autres conflits qui peuvent survenir et la personne, elle peut encore tirer, si on veut, son bord de la couverte. Et donc, ça peut avoir un impact aussi sur la crédibilité de la personne. Donc, si elle a tendance à souvent concéder son point de vue, ben les gens vont avoir tendance à dire, bon, ben écoute, cette personne-là n'est pas très, ça se décourage facilement. Est-ce que son point de vue vaut vraiment la peine d'être entendu, etc. Donc, si on concède trop souvent, ça peut avoir cet effet pervers-là dans un groupe aussi. Et ça peut également avoir l'effet justement de brimer notre estime de soi, d'avoir une fragilité si on est trop dans la concession ou on veut trop faire plaisir à l'autre, on est trop au service de l'autre puis on brime trop ses besoins, on devient c'est ça, on se sent beaucoup moins bien dans notre peau puis un petit peu moins, en fait, on se sent plus fragile et ça peut mener à certains débordements émotifs qu'on peut avoir au travail là, plus facilement parce que on s'était pas exprimé, on n'avait pas exprimé nos besoins quand c'était le temps. Puis la pire des situations, en fait, c'est lorsqu'il y a des situations de manipulation ou d'abus qu'on peut voir en milieu de travail. Là, si la personne est trop accommodante, on peut avoir des charges de travail. Un employeur peut abuser là, en donnant beaucoup de travail à son employé. L'employé, en fait, est obligé d'accepter parce que c'est son tempérament ou son mode de réaction. Fait qu'il va avoir une surcharge de travail trop importante, peut mener au burn-out, parce qu'il y avait trop de difficultés à ce moment-là à confronter, à faire preuve d'une autre stratégie de réaction de conflit que la concession et l'accommodement. Donc, la comparaison imagée, c'est un petit peu l'ourson. Hein, il veut faire plaisir à tout le monde. On a le goût de... donc, il priorise la relation, priorise l'harmonie, donc chez les autres, au détriment de ses propres besoins et intérêts. Et donc, par la suite, on a la stratégie qui est l'évitement. Donc, ça, c'est un petit peu, si on regarde un peu les mots-clés, le retrait, la retraite, le silence, on essaie de gagner du temps, on veut éviter une bataille qui est déjà perdue. Ça peut même mener à la fuite, hein, le statu quo. La fuite, on parle un peu de, ça peut mener à une situation la pire, ça serait, disons, la pire, il y en a toujours pire, mais un départ, une personne quitte son emploi parce que est vraiment, c'est un peu le summum de la fuite. Il y en aurait d'autres, mais je ne les dirai pas. Puis la résignation et l'indifférence, ça peut être des mots-clés, des synonymes pour l'évitement. Donc, en fait, quand au niveau de la stratégie de l'évitement, c'est qu'on ne va pas nécessairement considérer nos propres besoins dans la situation. Non plus, on ne va pas considérer les besoins de l'autre. On veut faire abstraction de toute situation. Puis, c'est sûr que quand on regarde ça, l'évitement, tout le monde se dit c'est la pire stratégie, l'évitement. Mais encore là, non, il y a des avantages d'utiliser l'évitement. Justement, quand on est en situation de conflit, c'est pas agréable la plupart du temps. Si le conflit est très vif, il vient toucher des cordes sensibles, puis on sent la pression monter, ça peut être efficace d'utiliser l'évitement temporairement parce que ça nous permet de soulager les tensions. Donc, on va essayer de faire abstraction, un mécanisme de défense, se bloquer intérieurement pour ne pas absorber l'énergie négative. Donc, on ne veut pas écouter, on est vraiment comme en protection. On appelle ça un petit peu aussi le pas de recul. Donc, on va vraiment pas intervenir tout de suite, on va absorber ou essayer de nier. Mais après ça, ça peut nous permettre de revenir plus tard. Hein, lorsqu'on a analysé le tout, puis que les émotions se sont calmées, on peut revenir vers la personne et là, à ce moment-là, trouver des solutions. Mais il faut vraiment revenir par la suite avec les positions. Il ne faut pas laisser le conflit, donc continuer la stratégie d'évitement. Sinon, c'est là que ça pourrait devenir très toxique. Si on continue d'éviter le problème, là, c'est là que ça devient nocif. Aussi, ça peut être bon, l'évitement, lorsque il y a l'objectif sur lequel on travaille est plus important que la relation qu'on doit préserver.
Donc, on fait un travail, puis on a une petite escarmouche. On est en train de faire un travail qui est très important, très porteur. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps ou de se laisser emporter par une situation désagréable alors que les retombées vont être beaucoup plus positives si on se concentre sur le projet qu'on est en train de faire? Donc, on peut faire abstraction, éviter, et finalement, les retombées peuvent être positives par la suite. Et peut-être qu'on n'aura pas à travailler avec ce collègue-là ou quoi que ce soit dans les prochains moments. Puis, donc, ça permet d'éviter le conflit, puis de retrouver une situation un peu positive à travers ça. Par contre, au niveau des inconvénients, on voit qu'il y a quand même il y a peu d'engagement face à la relation. En fait, c'est à la considération de ses besoins, à la relation et à la résolution de problèmes. Donc, on peut s'installer là, dans un cercle vicieux. Là. Donc, si on évite, on ne réglera pas le problème. Il y aura pas, on a peu d'engagement pour résoudre le problème. Le conflit continue à s'envenimer. Donc, ce qui va se produire, c'est que la personne qui évite va vivre de l'insatisfaction parce qu'elle est toujours dans le conflit. Puis, l'autre personne qui essaie de régler ou de parler avec l'autre, il va vivre une certaine frustration qui risque de grandir de plus en plus. Puis, vous imaginez le reste du scénario, ça donne pas toujours ça peut mener à des escarmouches là, verbales qui sont vraiment non désirées en entreprise, départ, fuite, etc. Donc, cette stratégie-là, hein, ça serait vraiment à utiliser temporairement, là, mais à long terme, c'est vraiment pas une stratégie priorisée, ça va ne régler absolument rien. Donc, on fait la comparaison un peu à la personne qui fait la tortue ou l'autruche. Donc, par la suite, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Il me reste quelques minutes. Il me reste 4 minutes. Bon, mais c'est intéressant, Martin. C'est intéressant. OK. Donc, par la suite, une autre stratégie qu'on peut adopter, là, c'est le concept de compromis. Fait que ça, c'est le compromis, en fait, lorsqu'on est... en fait, on ne va pas donner tout le crédit à la personne, en fait. Donc, les mots-clés, c'est en fait centré sur une solution qui est acceptable, mi-gagnant, mi-perdant. Donc, il va y avoir un jeu de négociation à travers le compromis. Fait qu'on n'a jamais toute la part du gâteau lorsqu'on fait le compromis, puisque on perd toujours quelque chose lorsqu'on fait un compromis. On doit céder quand même quelque chose, mais on gagne aussi quelque chose. Donc, c'est ça. Pour la pointe du gâteau, on la sépare en deux. On en donne une partie à ton collègue. J'en garde une partie. Chacun y trouve sa pointe, mais on n'a jamais la pointe entière pour nous. Donc, c'est un peu une image là, du compromis là, que vous pouvez voir. Donc, en fait, pour le compromis, ça permet de trouver une solution qui est assez rapide, susceptible de maintenir les relations entre elles. Donc, ça va être, c'est quand même, on regarde c'est quoi nos besoins, on fait l'analyse de nos besoins, on regarde qu'est-ce qui serait intéressant pour nous. Et puis, la personne a fait le même travail de son côté, mais c'est sûr que la personne, elle a ses positions, elle ne veut pas tout concéder. Là. Il y a des choses qui lui tiennent à cœur. De l'autre côté, c'est la même chose. La personne, elle a des besoins et elle a un intérêt de garder certaines choses de son côté aussi. Et donc, c'est de trouver qu'est-ce qui est le plus susceptible de donner et que l'autre nous donne aussi. Donc, c'est un mélange des deux et ça se fait surtout par un processus de négociation entre la personne par laquelle on a le conflit. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple en milieu de travail. Par exemple, j'avais un participant, moi, qui, avec son employeur, il était en usine, son employeur lui a demandé de faire en fait une tâche supplémentaire, un nettoyage qu'il ne faisait pas habituellement. Et puis, l'employé, c'est sûr qu'il est perdant, il augmente ses tâches de travail pour le même salaire, fait qu'il voit ça négativement, puis ça ne lui donne pas plus d'avancement ou de reconnaissance. Fait que là, c'est sûr que pour lui, l'employé est quand même
pas satisfait de cette situation-là, mais l'employeur veut qu'il fasse cette tâche-là. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a réussi quand même à négocier en faisant, il était supposé, au niveau de la durée, donc il était supposé le faire chaque jour 1h30, bien, il a réussi à réduire la durée de temps pour cette activité-là à 30 minutes par jour, plutôt que 1h30 qu'il devait faire pour faire le nettoyage de cette partie-là un petit peu plus désagréable. Fait que il n'a pas tout perdu, tu sais. Effectivement, il en a perdu, mais pas tout. Il a réussi à trouver certains compromis. Donc, on perd toujours quelque chose dans le compromis, malgré tout, mais on obtient aussi quelque chose. Donc, le compromis, c'est une solution qui est alternative lorsque la compétition et la collaboration ne fonctionnent pas. On va voir un petit peu plus en détail avec Mélissa, puis je vais en parler brièvement, là, comment ça se déploie, cette collaboration-là, qui est très, très avantageuse lorsqu'on est capable de la mettre en place. Donc, les désavantages, en fait, du compromis, ben, vous m'avez vu venir en parlant, hein, lorsqu'en fait, les solutions qui sont retenues peuvent être temporaires parce qu'on va faire une rationalisation de nos gains, en fait. On va regarder, voir, OK, là, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ce compromis-là? Puis on va se dire, Colin, finalement, j'ai plus perdu que j'ai gagné en faisant ça. Fait qu'on peut finalement se réaliser qu'on perd davantage et on n'avait pas pris nos besoins en considération. En fait, on n'avait pas pris nos réels besoins quand on avait fait ce processus de négociation-là, parce que des fois, ça va vite, puis on ne veut pas déplaire à l'autre quoi que ce soit, ou finalement, on a accepté un compromis qui répondait pas à nos réels besoins. Fait que ça peut nous nuire, puis on a déjà accepté. Fait qu'on se mord un peu les doigts. Donc là, ça peut être frustrant, quand quand on réalise ça. Et aussi, ça peut amener, en fait, la diminution de l'esprit d'équipe. Ça peut devenir des relations un petit peu plus utilitaires. Donc, on va essayer d'adopter, de gagner avec tel type de choses. Donc, on va être plus dans toujours un esprit de négociation. Ça crée un climat qui n'est pas nécessairement collaboratif, comme on va voir un peu plus loin. Puis, c'est ça, il peut y avoir des inéquités dans le compromis. Quelqu'un qui est fin négociateur, comme le renard dans la comparaison imagée. Donc, il va réussir à tirer plus son épingle du jeu sur quelqu'un qui a été moins bien préparé là, lors de la négociation. Et le dernier, comportement et réaction, c'est la collaboration. Donc, dans la collaboration, on parle surtout de démocratie, de résolution de problèmes. Donc, on est centré à la fois sur les besoins et à la fois sur les intérêts de tous. Donc, ça se rapporte à la situation gagnant-gagnant. On entend souvent ça, on va être gagnant-gagnant. Et c'est plus facile à dire qu'à faire en réalité, parce que pour arriver à un arrimage entre nos besoins à nous, les besoins de l'autre, et comprendre l'autre, et comprendre nos besoins, donc ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, c'est le désavantage qu'on voit un petit peu plus bas. Hein, c'est ça, en fait, c'est une approche qui demande beaucoup de temps pour instaurer cette communication-là, pour comprendre les besoins, comprendre ses besoins et les intérêts de l'autre, de tous et chacun, pour arriver à trouver une solution qui permettrait de répondre à tous ces intérêts-là et nos besoins, en fait. Donc, par contre, une fois qu'on a trouvé au niveau des avantages, une fois qu'on a trouvé la solution là, qui intègre tout, c'est vraiment très constructif. Là, on peut arriver à avoir une solution qui va nous permettre d'avoir des relations très positives, puis de se sentir accompli, puis ça va augmenter la cohésion puis l'empathie entre les parties, parce que faire ce travail-là aussi de considération des besoins et écouter les intérêts de l'autre, donc ça demande, ça fait travailler l'équipe ensemble, puis c'est quasiment un exercice où est-ce qu'on va être amené à comprendre davantage l'autre. Donc, c'est un apprentissage en soi de nous-mêmes, mais aussi des autres. Donc, c'est plus facile par la suite. Donc, ça crée vraiment une atmosphère de collaboration et d'esprit d'équipe. Et aussi, lorsqu'on fait cet exercice-là,
pour lancer des idées, partager nos opinions, nos besoins, ben, on s'aperçoit que les idées sont différentes, en fait. On n'a pas juste on n'est pas juste coincé dans notre propre point de vue. Ça nous permet d'explorer le point de vue des autres et ça nous permet de voir aussi que les autres peuvent avoir aussi des bonnes idées et donc on peut arriver à converger sur la meilleure idée en prenant en considération tous les aspects. Donc, c'est vraiment une approche intéressante lorsqu'elle est bien réalisée, mais effectivement, dans les désavantages, c'est ça, c'est qu'elle demande beaucoup de temps pour se mettre ensemble, pour discuter des points de vue. Et pour discuter des points de vue, ça prend quand même une certaine habileté de communication, aussi d'introspection pour être capable de comprendre soi-même qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, pour être en mesure de les exprimer, que l'autre fasse de même. Et donc aussi, c'est ça, une certaine empathie là, pour être capable d'arriver à faire ça. Et donc, l'engagement aussi, il doit y avoir une ouverture des deux parties. Hein. Donc, lorsqu'il y a un conflit, c'est pas toujours facile d'arriver à un esprit d'ouverture lorsqu'on a un conflit avec l'autre personne, d'arriver avec justement, d'être ouvert à recevoir ce que l'autre dit, tout ça, c'est pas évident, faut se mettre à l'écart. Ça demande beaucoup d'énergie quand même, c'est pas évident, fait que ça prend un niveau d'engagement et d'ouverture élevé. Et donc, c'était les différentes approches. Hein. Quand on regarde l'ensemble, les différentes réactions de conflit sont différentes, ont tous leurs avantages et inconvénients, puis à des moments opportuns aussi. Mais c'est à vous de juger dans l'analyse de votre situation, c'est à quel moment ça serait bien d'utiliser cette stratégie-là en fonction de tous les indicateurs. Donc, maintenant, en sachant un petit peu plus les bases, vous allez être plus en mesure de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir adapter votre stratégie de réaction au conflit là, en fonction du problème. En tout cas, ça vous donne une première base. En tout cas. Donc, je passe la parole à Mélissa Lévy qui va nous parler plus en détail de cette fameuse collaboration. Là, et oui, donc, il me restait le petit modèle de Thomas Kilmann qui vous montre en fait là, ce que je viens d'expliquer. Si on regarde là, la motivation à coopérer, c'est dans le bas, et la flèche qui monte vers le haut, c'est la motivation à rencontrer ses propres intérêts. Donc, quand on voit qu'une personne est très centrée sur ses intérêts, donc elle est plus de tendance à rivaliser, mais elle ne va pas écouter les besoins des autres. En l'occurrence, tendance à céder. Ça, c'est une personne qui va être très centrée sur les intérêts de l'autre, mais pas sur ses besoins. Pour l'évitement, ben, on répond à aucun de ces critères. Le compromis entre les deux et la collaboration, on obtient ultimement là, une situation qui rencontre nos intérêts et celui des autres. C'est vraiment le sujet. Vous m'entendez bien, j'imagine? Oui, OK. Super. Vraiment un sujet passionnant qui nous a amené à discuter ensemble tous les trois quand on élaborait la présentation. Et on s'est demandé, Brigitte, elle nous a exposé les différents types de conflits. Martin nous a entretenu sur les réactions qu'on peut avoir face au conflit. Quand on regardait tout ça, on s'est demandé vraiment qu'est-ce qui conditionne nos réactions positivement ou négativement dans un conflit. Martin a commencé à nous en parler. Ça peut être nos émotions, notre façon de communiquer, nos perceptions de la situation, nos interprétations et tout simplement notre personnalité ou nos habiletés sociales qui vont faire en sorte qu'on va adopter une stratégie de compétition, d'accommodement, d'évitement, de compromis ou de collaboration. C'est vraiment ces éléments-là qui sont propres à nous et propres à la situation qui forgent nos comportements et nos réactions. Donc, nous, vraiment, on a décidé de vous entretenir sur comment gérer les conflits de façon constructive, sur ce dont on a le plus grand contrôle comportement et nos propres réactions. Est-ce qu'on peut tourner? Excuse-moi, mais ça, j'ai comme eu un petit lag.
Parfait. Et on en est venu à la conclusion que le compromis et la collaboration, ce sont les deux réactions possibles qui ont le plus d'avantages à long terme dans les équipes de travail. Et pour arriver au compromis ou à la collaboration, pour favoriser l'émergence de ces réactions-là, c'est vraiment la communication et la maîtrise de nos émotions qui sont les clés qui vont nous ouvrir la porte du compromis et de la collaboration. Pourquoi ce sont les deux réactions face au conflit qu'on retient? Parce que c'est celle qui nous permet vraiment de co-construire, de construire quelque chose de nouveau ensemble dans la situation. Et c'est ce qu'on voulait dire quand on appelait tout à l'heure l'approche gagnant-gagnant. L'approche gagnant-gagnant, c'est une approche dans laquelle les deux partenaires de la communication se préoccupent des besoins de l'autre ou des préoccupations de l'autre, dans lequel chacun des partenaires trouve un intérêt dans la résolution du conflit. Et tout ça nous a amené à parler d'intelligence émotionnelle. Pourquoi parler d'intelligence émotionnelle maintenant? Parce que ça a été démontré dans la psychologie que les émotions, les besoins qui ne sont pas comblés, ça peut causer des biais sur notre façon à penser et à juger une situation. Donc, ça amplifie ou ça amenuise notre capacité mentale à penser, apprendre, réfléchir, prendre des décisions, à communiquer. On a juste à penser à une réaction qu'on a eue quand on était en colère ou en grande tristesse. Donc, souvent, quand on est dans le vif de l'émotion, on a de la difficulté à prendre la distance, on a de la difficulté à rationaliser. Et c'est correct. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Pour justement apprendre à reconnaître ces états émotionnels-là et aussi à les utiliser. On va voir comment. Il y a deux psychologues, il y a des psychologues qui l'ont défini, l'intelligence émotionnelle. Il y a Salovey et Meyer qui l'ont défini comme étant la capacité à reconnaître, à comprendre et à maîtriser ses propres émotions pour mieux composer avec celles des autres. Vous avez aussi Goldman, qui a été très populaire par ailleurs, qui l'a défini comme étant la capacité à réguler ses émotions, celles des autres, et à les distinguer, puis à les utiliser pour guider ses actions. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse reconnaître nos émotions pour mieux comprendre celles de l'autre et arriver à le rencontrer dans la communication pour construire justement une solution gagnante lors d'un conflit. Les définitions que je viens de vous présenter ont des points communs ensemble, entre elles. On peut aller à l'autre. OK, c'est correct. Ah, c'est super. Donc, il y a vraiment des points communs. Puis les points communs entre toutes ces définitions-là, c'est que l'intelligence émotionnelle comprend des compétences personnelles et des compétences sociales. Vous vous souvenez, Martin nous a présenté un carré avec une flèche qui allait dans le sens de la motivation à rencontrer ses propres besoins et intérêts, et une autre flèche qui allait dans le sens de la motivation à coopérer. Donc, les points communs en ce qui concerne les compétences personnelles de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Je fais écho au fait qu'on puisse reconnaître nos propres émotions, savoir ce qui les déclenche aussi. C'est notre capacité à s'autocritiquer, à autocritiquer nos comportements. De l'autorégulation, c'est plus dans la maîtrise de ses émotions, de ses angoisses. C'est la capacité à prendre distance par rapport à nos émotions pour agir de façon plus objective. Et on a la motivation. C'est la volonté d'agir pour atteindre ses buts, ses objectifs. Et je dirais aussi la volonté d'agir pour aller à la rencontre de l'autre dans la communication.
en ce qui concerne la motivation à coopérer, bien sûr, on a l'empathie. Donc, l'empathie nous permet d'anticiper et de comprendre les besoins de l'autre. Et la communication, c'est la capacité à entrer en contact avec l'autre pour construire des liens qui vont nous permettre de résoudre les conflits pour en arriver à une collaboration optimale. Okay. Une émotion. Une émotion, ça peut être agréable, ça peut être désagréable, mais c'est toujours utile parce que souvent, derrière une émotion ou derrière un conflit, il y a des besoins qui sont pas compris, pas répondus, qui ne sont pas reconnus. Donc, une émotion, ça cache souvent un besoin auquel on ne répond pas. Par exemple, ici, on a la roulette des émotions qui nous donne plusieurs 6 émotions et les besoins associés qui pourraient être comblés ou ne pas comblés. Par exemple, la colère. Ça peut cacher un besoin d'être écouté, d'être compris dans son milieu de travail, un besoin de reconnaître qu'on a vécu une injustice. La honte peut cacher un besoin d'acceptation, de pardon, d'écoute. La joie peut cacher aussi des besoins, des besoins sous-jacents, comme par exemple le désir d'entrer en contact avec l'autre, le désir d'être accompagné, d'être compris. La peur peut être cachée aussi un désir d'être reconnu, d'être rassuré, d'être mis de l'avant. Et le dégoût, enfin peut cacher aussi un besoin de reconnaître qu'on a vécu une injustice, un besoin de respect ou de sécurité. Donc, l'idée, c'est pas de savoir si on a des émotions ou on n'en a pas. De toute façon, on en a tous. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ça nous renseigne sur la situation dans laquelle on est. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de les reconnaître. Surtout quand il y a un conflit en milieu de travail, on peut se demander, mais qu'est-ce que mon émotion me dit par rapport à la situation? Sur quel besoin non comblé cette émotion-là me renseigne? Donc, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Moi aussi, je trouve. Je pense pas qu'il y a je pense pas que l'intelligence émotionnelle, ça vient comme ça tout d'un coup. Je pense que c'est une capacité qui se développe, se pratique et se cultive avec le temps. On peut changer la diapo. Et pour en arriver là, on s'est inspiré, on a adapté le modèle de Thomas Stillman pour vous présenter une démarche de résolution de conflits axée sur l'intelligence émotionnelle. Même les enfants peuvent apprendre l'intelligence émotionnelle. Je trouve ça tellement merveilleux qu'on puisse enseigner aux enfants à devenir plus intelligents émotionnellement. Souvent, quand on enseigne aux enfants, on utilise la métaphore du feu de circulation. Vert, jaune et rouge. Quand il y a un conflit ou une émotion trop intense, c'est le feu rouge. On prend une pause, on fait un stop, on observe ce qui se passe, on observe ce qu'on ressent. Donc, ici, ça correspond dans ma roulette à l'étape 1, explorer la situation, se préparer. Et l'amorce de l'étape 2, d'aborder la négociation. Avant d'aborder la négociation, il faut savoir, mais qu'est-ce qui se passe objectivement? Quels sont les faits et quelle est mon interprétation? Parce que ce sont deux choses différentes. Passe dans la réalité, c'est différent, ça peut être différent de comment moi je l'interprète. Et c'est souvent à cette étape-là que le conflit peut prendre forme là, dans nos interprétations des faits. Donc, c'est pour ça qu'avant d'embarquer dans la négociation, c'est important de voir est-ce que je peux les reconnaître, les faits, mes émotions? Qu'est-ce qui me fait réagir de la sorte?
si je suis capable de mettre le doigt dessus, si oui, ça va nous aider par la suite à mieux le communiquer et aussi à trouver des solutions pour répondre aux besoins. Rappelez-vous, pour qu'il y ait une collaboration puis une co-construction, il faut que les deux parties voient leurs besoins comblés. Donc, les deux parties doivent être en mesure de l'exprimer l'une à l'autre. Quel est le besoin à combler? Quel est l'enjeu du conflit qu'on veut résoudre? Et une fois qu'on l'a exprimé, ce qui nous fait réagir de la sorte, une fois qu'on l'a identifié, pardon, ben c'est comment l'exprimer à l'autre. Donc, on peut commencer, évidemment, à en parler en jeu, mais on peut commencer à décrire les faits. Donc, il s'est passé telle chose. Par la suite, on peut mentionner ce que ça nous a fait très sentir. Donc, il s'est passé telle chose, je me suis sentie de telle façon. Et par la suite, j'ai eu un blanc de mémoire, désolée. Je me suis sentie de telle façon, j'aurais besoin de telle chose et est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Donc, vraiment, pour exprimer son point de vue, pour arriver à ce que l'autre comprenne aussi, c'est vraiment d'expliquer les faits, comment on se sent et nommer notre besoin. Il faut aussi savoir écouter l'autre. Donc, le besoin de mon interlocuteur, est-ce que je suis en mesure de bien comprendre? Est-ce que je peux me servir de mes expériences passées pour comprendre ce que veut dire l'autre? Une fois que les deux parties vont avoir identifié leurs intérêts communs, ça va être plus facile de trouver des solutions pour en arriver à un compromis gagnant-gagnant ou collaboration dans lequel on va pouvoir construire des bases communes. Et par la suite, c'est sûr que tout au long de la résolution de conflit, il faut être à l'écoute de l'autre, il faut s'assurer qu'on ait pu satisfaire nos besoins. Et si ce n'est pas le cas, ben, il faut être en mesure de faire des suivis et de s'ajuster. Donc, vous l'aurez compris, quand on est dans le jaune, on se prépare à l'action, puis quand on est dans le vert, bien, on passe à l'action, on va vers l'autre pour mieux communiquer nos besoins et trouver justement des solutions à notre conflit. On peut tourner la page, hein? Je vous ai fait un petit résumé pour terminer. Reconnaître, exprimer, agir, faire un stop. Hein, quand on vit une émotion intense dans un conflit, quand on est juste en colère contre un collègue de travail ou quand il y a un conflit intergénérationnel qui survient, il faut être en mesure de faire un stop, de prendre du recul, de se distancier de nos émotions puis de nos interprétations pour reconnaître ce qui se passe, identifier nos émotions et les besoins à résoudre. Par la suite, on les exprime à l'autre en nommant l'émotion ressentie et en nommant notre besoin non répondu. Ça va nous amener à agir, à trouver des solutions ensemble, à proposer des solutions, à comprendre les besoins de l'autre et à l'aider à trouver des solutions à ses besoins aussi. Et ça va nous permettre ensemble de construire des actions pour résoudre notre conflit et pour agir aussi selon nos valeurs. C'est ça, c'est important aussi, d'aligner nos actions avec nos objectifs aussi dans un milieu de travail. Donc, l'intelligence émotionnelle, je vous le répète, c'est vraiment pas quelque chose qu'on apprend pour coin de la roue qui vient tout d'un coup. Je pense que c'est une compétence qui se développe avec le temps. Il faut vraiment toujours essayer d'en être conscient, puis essayer, puis d'avoir surtout la volonté d'aller vers l'autre pour vraiment construire avec l'autre des environnements de travail qui vont être stimulants, des environnements de travail qui vont être inclusifs, des environnements de travail dans lesquels on va pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'on aurait pensé au départ. Et fait intéressant, l'intelligence émotionnelle, ça a l'air que c'est la compétence du futur.
Ça a l'air que ça va être une des 10 compétences les plus recherchées par les employeurs en 2022, selon le Forum économique mondial. On peut comprendre que là, dans la pandémie dans laquelle on se trouve, être en mesure de comprendre les autres, être en mesure de comprendre leurs besoins, ça devient un atout vraiment essentiel. Donc, je vais vous laisser méditer là-dessus. Fort probablement que vous allez arriver à des conclusions très intéressantes. Le cours vous a trouvé un petit vidéo assez intéressant. Donc, je vais vous le présenter. Puis vous pouvez regarder ça aussi, analyser, puis on fera un petit retour en groupe là, en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo qui s'apparente aux notions qu'on a vues. Donc, je vais... Ça fait un résumé, puis ça nous donne un aperçu d'une résolution de conflit. Ça va vous faire vivre plein d'émotions, vous allez voir. Là, il faut que j'active le son. Hein, je vais juste m'assurer. Oui. Partager l'audio. Bon, ça m'a pris du temps. Donc, c'est parti. C'est de la Commission des normes du travail qui a fait le... Tout le monde entend? Tout le monde... Oui. Ouais. Je m'appelle Éric. Je suis propriétaire d'une PME qui œuvre dans le web depuis quelques années. Mon entreprise compte 6 employés. On est en pleine croissance. J'ai travaillé fort pour installer une ambiance agréable au travail. Je vous le dis, je tirais sa canne à pêche, puis bang, je l'ai vu sauter. Ben là, t'as-tu une photo? J'avais pas mon téléphone. Je suis un visuel, moi. J'ai besoin d'une photo, c'est tout. La techno puis la nature, ça va pas ensemble, ça? Moi, c'est Jacinthe. Je suis graphiste et je fais la direction artistique des projets. C'est aussi moi qui m'occupe de faire les ajustements et les corrections avec le client. Moi, c'est Manu. Je suis programmeur. Je m'occupe de l'intégration de contenu sur les pages web. Ces temps-ci, avec le gros contrat sur lequel on travaille, disons que j'ai arrêté de compter mes heures. L'autre soir, Jacinthe m'a transféré un courriel de Manu. Comme d'habitude, j'ai tout envoyé à Manu via notre serveur et il m'a renvoyé un courriel de bêtises. J'ai écrit à Jacinthe, je vais encore être obligé de faire ta job. Si t'es pas capable de faire ton travail sur le stand du monde, ben demande de changer de tâche. Puis arrête de me faire travailler à ta place. Quand j'ai vu le courriel de Manu, je me suis dit que l'équipe commençait à se fatiguer. Ben, je les comprends, c'est pas facile. Alors, pour désamorcer la situation, j'ai écrit un courriel à toute l'équipe pour les encourager et leur dire que je comprends que c'est dur. J'en ai profité aussi pour dire à Jacinthe et à Manu que ça arrive des prises de bec. Il n'y a pas moyen de régler les problèmes entre nous. T'es allé voir Éric. Je ne voulais pas faire d'histoire, je voulais en discuter. Jacinthe, bravo. J'avais vraiment l'air d'une fille qui va se plaindre au patron. Hey, t'es chanceuse, toi, hein? Bonne soirée. J'ai l'impression d'être devenue la méchante au bureau. Il va falloir que tu mettes tes culottes puis que tu dises aux clients que cette couleur-là, là, c'est pas beau. C'est... Non, mais... Hey, bon matin. Salut. Disons qu'en apparence, le dossier était réglé. Mais maintenant, on prend plus nos cafés de gang le matin. L'ambiance est plus là. Ça affecte le rendement, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça met en péril le contrat. Et sans vouloir tout ramener à l'argent, ce contrat-là est important. Et si je dois perdre un employé, on n'y arrivera pas en temps. J'ai parlé à un ami qui gère aussi son entreprise. Oui, salut Jacques. C'est Éric. Ça va? Il m'a expliqué que je devais prendre très au sérieux la gestion de conflits entre employés, que c'était ma responsabilité de patron, que ça pouvait dégénérer très rapidement. J'ai compris que je pouvais pas gérer un conflit juste avec un courriel. J'ai recommencé à zéro et je les ai rencontrés individuellement. J'étais sur la défensive, mais Éric m'a écouté. Quand t'as retourné le courriel à tout le monde, là, je me suis sentie mal. J'avais pas envie de faire d'histoire, mais
ce que Manu a écrit. Manu? Aurais-tu quelques minutes? J'aimerais ça te parler un peu dans mon bureau. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se fasse une rencontre à 3 pour en discuter? C'est sûr. Mais je suis pas certain que Jacinthe va accepter. On va lui demander. OK. Mais c'est sûr que j'ai accepté. Je m'ennuie tellement des cafés du matin. Après qu'ils aient parlé, on s'est aperçu que le problème venait de la définition de tâches et d'une mauvaise communication. Qu'il y avait une zone grise au niveau de la conversion de fichiers. Qu'il y avait beaucoup de transformations à faire pour que Manu puisse travailler avec les fichiers de Jacinthe. Je me suis aussi aperçu que Jacinthe ne connaissait pas du tout le travail de Manu. Moi, je pensais que je faisais bien mon travail, mais j'ai compris que je fournissais quelque chose d'incomplet. C'est vrai que je t'avais jamais expliqué de quoi j'avais besoin. Puis je sais que Manu est débordé depuis trop longtemps. J'ai exercé mon droit de gérance. Maintenant, Jacinthe, tu vas t'occuper des conversions. Et puis, pour donner une chance d'apprendre, Manu, tu vas les faire avec elle les premières fois. Ça me semble équitable. J'ai insisté pour faire un suivi 2 semaines plus tard. Manu et Jacinthe disaient que c'était pas nécessaire, mais moi, j'y tenais. La rencontre a été courte, mais on l'a faite. C'est mieux. Je finis encore tard, mais ça arrive moins souvent. Depuis que tout est rentré dans l'ordre, je sais qu'on va livrer en temps. Le moral de toute l'équipe est bon et on a même le temps de prendre notre café le matin, comme avant. Et voilà. La petite vidéo. Qu'est-ce que vous retenez du vidéo? Oh, pardon, je pense que ça continue. Faut que je fasse une pause. Excusez. Okay. Nous, c'était correct, Martin. Ah oui, vous entendiez pas le son? Je pense que tu avais arrêté le partage d'écran juste à temps. OK, c'est merveilleux. Ça se passait juste dans mes oreilles. Dans ce cas, excusez ma réaction. OK. OK. Qu'est-ce que vous retenez du vidéo en premier lieu? Oui, Martin? Mauvaise communication, déjà au départ, puis l'interprétation, ça revient à j'ai interprété ce que tu m'as dit. Puis... Oui, oui. Ah oui. On le voit bien hein, dans la période de résolution de conflit vers la fin. Là, il dit l'employeur, on s'est aperçu qu'il y avait une mauvaise communication, une mauvaise définition des tâches, un manque de compréhension du travail de l'autre, finalement. Hein. Exact. Donc, quand le programmeur avait dit, je me suis rendu compte que je n'avais pas dit à ma collègue ce dont j'avais besoin. C'est quoi que j'avais besoin pour faire mon travail plus rapidement. Donc, un et l'autre ne connaissaient pas le besoin de l'autre. On avait Hélène qui voulait dire quelque chose, qui avait levé la main. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai eu, à mon dernier emploi, j'ai eu un conflit. Et j'ai fini par partir à cause des conflits aussi parce qu'ils ne respectaient pas mon CIT. Mais moi, ce que je n'avais pas vraiment apprécié, c'est qu'au lieu de venir me voir, c'est ça que je ne comprends pas. Je pense que quand il y a un conflit entre deux employés, je trouve ça bien que les employés essayent de le gérer ensemble avant d'aller voir le responsable. Moi, ce qui s'était passé, c'est que j'avais dû dire un truc qui leur avait pas plu. Et au lieu de venir m'en parler, ils sont directement allés voir ma responsable. Et à chaque fois, ils allaient voir ma responsable. Et quand on avait des réunions hebdomadaires ou mensuelles, elle me disait « Oh, un tel, ça lui a pas plu. » Et du coup, j'avais toujours l'impression que... Enfin, je le prenais très personnellement parce que je trouvais ça assez hypocrite. Je pense que c'est bien de voir l'employeur si vraiment on voit qu'il n'y a pas de solution. Parce que moi, j'ai déjà eu des conflits. Alors, je ne sais pas si c'est culturel. Parce que moi, quand j'étais en France, quand on avait des conflits, on ne passait pas par notre responsable, à moins vraiment que ce soit vraiment au dernier moment. Et là, bah, dans ce cas-là, c'était trop. C'est vrai que c'est souvent trop tard. Mais moi, je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut aller voir l'employeur et quand est-ce qu'il faut gérer ça entre nous, en fait. Et là, j'ai vraiment peur pour mes prochains emplois. Oui, tout à fait. C'est une bonne question, en fait. Je ne sais pas, Mélissa, tu voulais-tu y aller ou tu souhaites que j'y aille? Mais dans la vidéo, par exemple,
Vous demandez quand est-ce qu'on doit aller voir l'employeur, mais dans les vidéos, c'est l'employeur qui est allé vers l'équipe de travail parce que vu les impacts du conflit sur le climat de travail, je pense que quand les conflits enveniment les relations de travail, c'est le temps de l'aborder ouvertement. Toutes les parties sont volontaires, bien sûr, pour le faire. Ça, c'est important. Il faut que tout le monde veuille aborder le conflit pour que ça puisse fonctionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes collègues. Il y a de l'ouverture, effectivement, de la part de toutes les parties hein, pour qu'on discute. Mais aussi, moi, ce que je vois, Hélène, c'est que il y a des gens aussi qui sont pas tous au même niveau, aux mêmes habiletés de communication. Donc, des fois, d'aller en parler avec l'employeur, c'est le seul réflexe qu'ils vont avoir. Plutôt que ils vont avoir une peur, en fait, de discuter du conflit et d'être ouvert à le régler avec le collègue. Et la solution facile, elle vient souvent parfois de l'employeur. Donc, souvent, je pense que ce qui est mieux, c'est d'en parler avec l'employeur, justement, de qu'est-ce que tu as vécu, en fait, qu'est-ce que tu vivais, donc, toi, de cette relation-là. Qu'est-ce que ça te faisait finalement en dedans de toi que cette personne-là ait toujours voir l'employeur? Ton sentiment d'être réprimandé, puis aussi comment est-ce que tu pouvais faire justement pour essayer de trouver une solution pour que ça ait moins d'effets négatifs. Des fois, de le partager avec l'employeur aussi, c'est important de le faire. Et c'est sûr que s'il y a une fermeture après ça au niveau de la communication avec l'employeur pour régler le conflit, ça peut être des fois un milieu toxique, effectivement. Personnellement, j'apprécie pas trop parce que en fait, parce que ça prend des proportions trop importantes. Et ce que j'apprécie pas, c'est que les autres employés viennent tout sourire, font comme si de rien n'était, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas et je trouve ça hyper hypocrite. Mais je sais pas si c'est culturel ou pas, parce que moi, on m'a toujours dit, bah oui, toi, tu es française, de toute façon, faut que tu apprennes à venir travailler avec le sourire, etc. Et du coup, je ne sais pas trop savoir si c'est un problème culturel de ma culture Québec-France ou si c'est un problème culturel, culture de l'entreprise, en fait. Parce que, il y a beaucoup, dans ce que vous dites, j'entends énormément de variables différentes qu'il faut prendre en considération. Ouais. Donc, on peut pas nier qu'il peut avoir l'impact culturel. Il y a l'impact du tempérament individuel. Dans quel type d'équipe de travail? Tout à l'heure, quand je disais là, que chaque personne a des personnalités distinctes, chaque milieu a une culture d'entreprise différente. Il y a beaucoup de choses à considérer. C'est pourquoi qu'on peut pas généraliser toujours. Là. Chaque conflit est unique, en fait, puis il faut le prendre de la manière dont il se présente. Donc, mettre de vous donner une explication en disant c'est seulement le facteur culturel, ça serait une explication, vous méritez une explication plus complexe en fait. Donc, oui, c'est trop facile de généraliser. C'est trop facile, exactement. Il y a plusieurs variables à considérer. Donc, je crois que Philippe aimerait ajouter quelque chose. Et merci. par rapport à ça, justement, c'est une responsabilité qui est partagée en deux parties. Puis comme disait Martin tout à l'heure, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'exprimer ou de faire face à certaines choses. Alors Hélène, quand la personne est allée voir l'employeur, tu aurais pu aussi, toi, aller voir la personne concernée par le conflit. Je pense qu'il n'y a pas de cas de figure, là. Il faut s'ajuster à la situation, puis il faut y aller avec ses propres valeurs. Donc, si quelqu'un... Mais je ne savais pas de qui il s'agissait, on m'a dit une personne. Okay. Okay. Ben, à ce moment-là, c'est différent, mais effectivement, de s'ajuster, je pense que c'est la meilleure solution. Par rapport aux vidéos, tantôt, c'était vraiment un boss super qui lui ont fait un cas de figure, là. Je pense que ça doit être assez rare, dépendamment des milieux de travail, là, mais quelqu'un d'aussi ouvert et à l'écoute, etc. Puis on comprend que c'était son intérêt, mais ça prend la volonté des deux parties, là. C'est ça que j'avais envie de dire aussi. Quand il y a un conflit interpersonnel, il faut que les deux soient en mesure, il faut que les deux veuillent le régler, le conflit, puis ça arrive, il y a des occasions où on est confronté à des personnalités problématiques ou avec des problèmes de santé, des collègues avec des problèmes de santé mentale, etc., avec qui on ne pourra pas nécessairement... Donc, il y a plusieurs enjeux à prendre en considération. Oui.
Oui, justement, même avant de présenter l'activité, on en parlait, là, mes collègues et moi, puis on se disait, toutes les notions, on peut avoir la meilleure base possible, s'outiller le mieux possible. Il y a des facteurs à un moment donné qui ne nous appartiennent pas aussi, puis il faut apprendre à gérer, à jongler avec ces facteurs-là. Puis plus on développe l'intelligence émotionnelle, plus on développe ces habiletés-là, bien, ça va nous donner des bons outils, des bonnes portes de sortie pour passer à travers ça. Mais est-ce qu'on ressort toujours parfaitement, collaboration, c'est pas toujours. Malheureusement, je pense que même quelqu'un de très expérimenté peut passer à côté de quelque chose à un moment donné. Mais c'est pour ça que toutes les réactions que Martin a nommées sont bonnes dans différents types de circonstances, dans différentes situations. Des fois, l'évitement, ça peut peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion dans le bureau. Des fois, ça dépend. Il n'y a pas seulement c'est sûr que c'est pas seulement la collaboration pour régler les conflits. On l'a vu avec Martin, mais je pense que l'important, c'est de tendre vers ça le plus possible quand c'est possible, puis de se sentir bien dans la situation. Sinon, je dirais aussi que c'est plus évident à gérer des conflits quand tu as des petites équipes. Plus les équipes de travail sont grosses, moins ça peut être évident à gérer. Ça dépend aussi de la dynamique de l'entreprise. Je pense à des grandes entreprises là, de 150, 200 employés. Bien, parfois, il se crée plusieurs petites équipes là-dedans aussi. Hein. C'est pas toujours... chaque département a une dynamique qui est différente aussi. Mais oui. Une question qui a été suivie par la vidéo en même temps aussi. Est-ce que la gestion des conflits va être différente dans une PME que dans une entreprise? Que dans une grande entreprise? Oui, exactement. Oui. Bien, ça dépend de la hiérarchie, je serais portée à dire. L'exemple de la petite entreprise, comme on a vu dans la vidéo, il n'y a pas plus de chefs que d'Indiens. Hein? On a un patron de référence, puis tout le monde se réfère à cette personne-là. Mais dans le cadre de grandes entreprises, il va y avoir un chef d'équipe ou un superviseur attitré parfois à chaque département. Donc, c'est sûr, ça peut monter là, dans cette hiérarchie-là, mais généralement, les membres devraient avoir, les travailleurs devraient avoir une personne de référence à qui aller voir en cas de besoin. Là. Je ne sais pas si Martin et Mélissa, vous avez un autre point de vue sur la chose, là, mais... Est-ce que je pourrais vous ajouter un petit point de vue, point de vue? Walter Zelaya, directeur de Memo Québec. Je vous dirais que ce soit grande ou petite entreprise, mon point de vue, c'est que les défis sont différents, comprenez-vous? Et c'est finalement au leader de l'entreprise ou au cadre de justement être attentif à cette réalité-là. C'est sûr que plus de personnes il y en a à gérer, bien, il va falloir s'assurer que tout le monde puisse avoir le temps de s'exprimer. Le plus important, c'est qu'il y ait toujours des voies de communication. Parce qu'en fait, le défi le plus important, c'est quand les voies de communication sont coupées. C'est là. Quand il y a l'autre personne qui n'entend plus ce que l'autre personne dit. Alors, ce sont des éléments qui sont essentiels et ça, ce sont des éléments qu'on peut vivre dans une grande ou une petite entreprise. Comprenez-vous? Alors, il y a des fois, c'est qu'il faut comme regarder des fois et ça, c'est toutes les parties prenantes doivent être conscientes de ça. On attend encore des bases communicantes. Est-ce que la communication, on l'a gardée? Comprenez? Et quand on parle de la communication, c'est la capacité d'entendre et d'écouter qu'est-ce que l'autre a à me dire également par rapport à ça et la capacité qu'on a à pouvoir changer mon point de vue ou le point de vue ou la position que j'ai adoptée. Et ça, ce sont comme éléments qui on ne doit pas non plus oublier. Et une autre piste importante à partir de mon expérience, toujours d'essayer de voir, évidemment, je ne parle pas de milieu toxique, parce que quand c'est toxique, ça veut dire, mais ça aussi, ça rentre en conflit, comprenez-vous? Plus le milieu est toxique, plus le milieu est clair, plus les conflits, on risque d'avoir des conflits
parce qu'on n'aura pas su les éviter. Comprenez-vous? Il y en a des fois des conflits qui sont naissants, ce qui est normal aussi, comme vous l'avez si bien exprimé, à n'importe quel moment. Du moment qu'il y en a deux personnes, les risques qu'il y ait des problèmes de communication, qu'il n'y a pas, sont là. Alors, l'important, c'est de savoir quels sont les outils qu'on se donne pour désamorcer. Et il faut savoir que chaque employé, chaque membre d'une équipe de travail a la responsabilité, comprenez-vous, de le voir. Mais c'est une responsabilité partagée parce que les dirigeants doivent avoir également, les cadres doivent aussi garder ça à l'esprit également. Alors, et évidemment, c'est facile de dire la communication, comprenez-vous? Le problème, c'est que quand on vit les émotions, quand on vit la difficulté, quand on est problème, c'est un défi extrêmement grand. Et c'est là que souvent, l'appel à des tiers devient important. Mais l'appel d'une manière ouverte et transparente. J'ai un conflit, voilà, j'ai un collègue à qui je peux lui exprimer qu'est-ce qui se passe, que l'autre me donne un regard. Des fois, juste de l'exprimer moi-même, de le verbaliser, ça m'amène déjà des constats et des compréhensions que je peux faire et que je peux interpréter d'une certaine manière. Et par ailleurs, donc ça reste important. Je vous rappelle aussi, je vais terminer là-dessus, le réflexe toujours le plus important d'essayer d'aller voir l'autre partie. Oui, effectivement, dans des cas, on ne peut pas régler. Si on a fait une tentative, si on a essayé de... Oui, c'est important d'aller voir le supérieur qui devra travailler, mais de toujours garder à l'esprit qu'un conflit, on doit toujours commencer à essayer de le régler à la base, à l'échelle, à notre niveau, si vous voulez. Mais évidemment, ne pas trop attendre. Si on a accumulé pendant un an de frustration, si on a accumulé, ben peut-être que ça va sortir tout croche. Voilà, merci. Merci, Walter. C'est bon d'avoir la perspective d'un employeur. Il y a Émilie qui a levé la main. Oui. Émilie, oui. Bonjour. Bonjour. Ben non, juste en lien avec tout ce qui a été dit, dans le sens que l'employeur, je trouve que a sa part de responsabilité à aller s'outiller dans le cas de conflit plutôt que de fermer les yeux ou de faire de l'évitement. Lui aussi, par rapport à ça, un peu par rapport à ce qu'Hélène disait aussi, hein, que comment lui a géré ces conflits-là aussi. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses à faire, mais souvent on n'est pas outillé. Et je suis d'accord avec le fait d'aller voir la personne directement, comme Walter l'a dit, mais j'aime aussi que mon employeur ait un rôle de conseil. Pouvoir aller le voir et lui dire, voilà, je suis face à telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Sans nécessairement qu'il s'en mêle, mais dans un premier temps, de me dire, ben, je peux compter sur lui pour m'aiguiller parce que moi, je suis trop dans l'émotion. Donc, tu sais, aide-moi à prendre du recul et je vais pouvoir aller voir la personne, mais quelle est la meilleure manière de le faire? Parce que toute seule, moi, j'embarque dans les émotions et je suis un peu impulsive. Tout à fait, parce que c'est effectivement le cas, Émilie. Comme tu le mentionnes et que Walter aussi a mentionné, on n'en a pas parlé dans notre présentation, mais parfois, un tiers doit intervenir lorsque le conflit est trop présent, trop chaud, et ça peut être, c'est ça, un tiers comme une troisième personne ou un médiateur qui peut se joindre, un médiateur qui a les compétences professionnelles pour intervenir, mais ça peut être également un superviseur qui est impartial dans une situation ou un tiers à qui les deux parties ont confiance. Donc, c'est aussi des très bonnes solutions pour sortir gagnant d'un conflit puis vraiment retirer des éléments positifs là, de ça. Là. Caroline, oui. Oh, faudrait juste allumer ton micro, s'il te plaît. Oui. Désolée. Moi, dans la vidéo, je ne me suis pas reconnue parce que, dans le fond, les gens, il n'y avait pas de problème de santé. Oui. Donc, si je prends mon cas, avec mes limitations, exemple, moi, je m'attends, avec ce que j'ai vécu en stage, la personne, elle sait que, exemple, telle personne elle a certaines limitations, donc les attentes, tu sais, quand ils arrivent, genre, ça paraît pas, puis là, tu as comme des limitations. En tout cas, Brigitte, tu connais mon cas. Là, c'est que à qui tu vas parler. Mais tu sais, je me dis, la personne
mettons, exemple, on trouve un emploi, la personne le sait que si je viens de votre organisation, j'ai des limitations, que ce soit neurologique ou physique, tu comprends? Tout à fait. Oui, effectivement. Puis le fait, c'est sûr, le fait de nous connaître, Caroline, ça permet de. Martin parlait tout à l'heure de la pertinence d'une personne neutre. Bien, le conseiller peut être une personne neutre, peut faire figure exactement là, pour faciliter la communication avec l'employeur si jamais il y a des insécurités. Là. Même, je dirais que Martin, dans son rôle de conseillère d'intégration, fait souvent office de personnes neutres qui facilitent la communication entre les deux parties. Donc, oui. Okay. Parce que rendu à l'emploi, là, ensuite, la personne le sait que si elle a fait l'embauche, mettons, elle m'embauche, elle sait qu'au départ que oui, je suis fonctionnelle, mais OK. Parfait. Ben, oui, elle le sait au départ. Hein, comme on a déjà discuté, on va prendre le temps de le nommer, de préparer le terrain. Mais si des conflits où on ne se sent pas respecté dans nos limitations, ben là, ça devient une autre histoire. Hein. On parlait des étapes tout à l'heure de reconnaître un conflit potentiel, d'intervenir avant que ça n'en devienne un aussi. Donc, il y a une part de prévention derrière tout ça. Donc, il y a quand même une gradation souvent avant que ça n'en devienne un... Oui, exact. On ne veut pas arriver au conflit finalement. Non, on soutient, là, mais on ne veut pas en arriver jusque-là. Donc, ben oui, c'est important de partager puis de savoir détecter puis reconnaître ses propres émotions, hein, comme Elsa disait, est-ce que je me sens respectée dans ma condition, dans mes limitations, de quoi j'ai besoin exactement, qu'est-ce que je peux nommer. Est-ce que l'autre comprend aussi? Est-ce que l'autre comprend les limitations, est en accord aussi? Et est-ce qu'il respecte aussi ma condition et mes limitations? C'est beaucoup dans l'échange, en fait, dans la communication, comment vous allez arriver à verbaliser et que l'autre, l'employeur, est compréhensif par rapport à vos limitations, puis que finalement, c'est ça, c'est d'arriver à une situation où ce que les deux parties comprennent et s'enlignent sur des tâches qui sont convenables. Là, vous enlignez sur un plan de match qui est similaire. Et souvent, dans cette optique-là, ça fonctionne bien. C'est sûr qu'il peut arriver des petits moments qui peuvent avoir des erreurs de parcours et tout ça, changer la donne, des événements ponctuels, mais ça fait partie de la vie. Là. Tout le monde en vit. Imitation. On voit bien l'importance de nommer... Oh, pardon, Brigitte. C'est correct. Juste dire, on voit bien l'importance de nommer ses besoins à l'autre pour que l'autre les comprenne vraiment, puis ne s'en tienne pas seulement à son interprétation de ce qu'il voit. Là. Des fois, ça ne paraît pas toujours. Il y a Vanessa Elie qui demande la parole. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez l'information, mais des fois, je constate que les conflits peuvent être reliés aussi à des barrières de langue ou des barrières liées à des communautés ethniques, par exemple. Des fois, il y en a qui vont me rapporter qu'ils ont des conflits avec des collègues, avec des employeurs. Puis là, quand on creuse, on se rend compte que des fois, la personne n'a peut-être pas compris certaines consignes. Des fois, elle a son propre bagage culturel qu'elle amène en entreprise. Puis les gens, des employés ne comprennent pas. Donc, il y a un clash il y a un clash au niveau de la communauté ethnique. Je ne sais pas si vous avez des données par rapport à ça. Sur les conflits par rapport à différentes communautés culturelles? On n'a pas de données spécifiques à vous fournir sous la main, mais on est tout à fait conscient. Par contre, ce que vous nous décrivez là, ça pourrait rentrer dans ce qu'on appelait tout à l'heure le conflit culturel. Je trouve ça intéressant que vous ameniez la langue, l'accent. Parfois, même si on parle la même langue, il peut y avoir des expressions qu'on ne comprend pas ou des manières de nommer les choses qui vont être mal perçues chez l'un. Donc, souvent, on ne parle pas de mauvaise volonté, hein, loin de là. C'est vraiment, comme vous dites, une forme de barrière de la langue, puis que les deux parties soient conscients de ça, c'est déjà un bon départ. Là, de la reformulation, une compétence de communication de base, là, okay, c'est ce que tu souhaites m'exprimer. Ça permet d'aller valider si on a bien compris les propos de l'autre personne. Mais effectivement, c'est un autre bon point des risques potentiels de conflits culturels, là, oui, en milieu de travail.
Puis en passant, je voudrais dire bonjour à Walter et Nathalie. Bonjour, Vanessa. Bonjour, ça va bien? Oui. Heureuse que tu sois là. Ah, merci, moi aussi. Oui, j'étais content de te voir, Vanessa. Ah, ben, c'est réciproque, merci. Excellent. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense. Juste vous dire que vous êtes excellents, les présentateurs, là, vraiment, là, bel job. Merci beaucoup, Merci. Walter. Merci d'avoir assisté tout le monde. En fait, c'était vraiment très apprécié là, de vous présenter ce contenu-là aujourd'hui. Puis, en fait, ça nous donne des pistes de peut-être continuer vers d'autres voies. J'entends la limitation qui est souvent... un petit peu plus, les gens ils aimeraient savoir un petit peu plus de trucs là, auprès de leurs limitations, comment, s'il y a des conflits en lien avec leurs limitations, comment s'en sortir, ben, peut-être ça pourrait faire état de notre prochain thème, y aller un petit peu plus spécifique au niveau de la limitation. Donc, ben, merci tout le monde. En fait, il est déjà 3h15, on a dépassé un petit peu. J'espère que vous n'allez pas nous en vouloir. Puis, vous n'êtes pas encore là, c'est bon signe. Merci beaucoup pour cet échange après la présentation. C'était vraiment très, très, très stimulant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée ensoleillée. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Merci à vous. Bye. Bye.